Bonjour mesdames et messieurs, je suis Nendaka Tatiana et bienvenue dans l'émission Sur le plateau. Aujourd'hui, nous recevons Joanny Mulunga Malula, un jeune Congolais de la diaspora qui a fait le pari de revenir s'installer au pays. Bonjour Joanny. Bonjour. Alors, parle-nous de toi, de ton parcours. Moi, comme tu l'as dit, je suis un jeune de la diaspora. Je vivais en Belgique. J'étais plutôt entre la Belgique et la France dû à mes activités. Et depuis cette année, je suis vraiment venu m'installer de manière continue. Mais depuis l'année dernière, je faisais beaucoup d'allers-retours. Donc voilà, j'ai différentes activités dans différents domaines, tant de l'éducation que de la construction, que des nouvelles technologies. Tu es né au Congo ou en Belgique? Je suis né au Congo. Je suis parti du Congo en 1997. Après le coup d'État de Mobutu, donc le pays était instable, donc mes parents ont décidé de quitter le pays. Donc j'ai passé plus de temps à l'extérieur du pays qu'ici. Et justement, quel a été l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui t'a fait revenir au pays? L'élément déclencheur, ce qui m'a fait revenir au pays, c'est que j'ai baigné toujours dans l'amour du pays, de l'éducation que maman nous a donnée à moi et mes sœurs. Donc j'ai toujours eu cette vision de l'Afrique, du Congo, de revenir. Donc voilà comment j'ai fait le pas, quoi. Et pas d'impréhension, une peur? Je pense que pas vraiment on peut dire une peur, mais je savais que je serais confronté à certaines réalités qui sont propres au Congo. Donc, mais bon, je pense qu'une fois qu'on est sur place, on doit apprendre à dépasser sa peur et aller au-dessus parce que sinon on cale. Justement, tu nous disais que tu étais revenu ici, tu as des activités. Quelles sont tes activités ici au pays maintenant? D'abord, j'ai ma propre société qui existe depuis 2016. C'est pour ça que j'avais dit pour revenir au pays, il y a un travail à faire en amont. Donc, j'ai ma structure qui existe depuis 2016. Donc, on est multisectoriel, on est tant au niveau des nouvelles technologies que de la construction, que de la santé. Et de l'autre côté aussi, je suis directeur adjoint de l'École française de comptabilité, qui a son siège social en France à Lyon. Qui est leader au niveau des formations en ligne. Et on a fait le pari de la RDC parce qu'on sait que voilà, il y a beaucoup de personnes qui veulent se former et n'ont pas la possibilité de pouvoir le faire. Et comme a dit le président, qui sait, voilà, on arrive à l'heure du numérique et si le Congo ne prend pas le train en marche au niveau du numérique, on ratera encore un train, il faudra encore attendre je ne sais pas combien de temps pour pouvoir l'avoir. Exact. Voilà. C'est ces deux choses-là que vous faites aussi? Oui, j'ai une troisième activité, donc je suis aussi président de Espoir de Kinshasa. Et c'est une équipe féminine de football qui joue en première division ici. Ça fait 2 ans que je suis président de cette équipe. Je les suis maintenant que je suis vraiment au quotidien parce que je suis un féministe en étant un homme, donc je crois beaucoup en la femme. J'ai une vision concernant la femme, donc je crois beaucoup à la femme. Et sinon, les activités que vous menez ici, parce que vous avez dit qu'il y en avait une qui était multisectorielle, oui. Santé, oui. Éducation, je pense. Oui. Quelle action avez déjà vous mené sur le terrain? Là, pour le moment, les actions que j'ai menées au niveau de ma société, ça veut dire que voilà, j'ai 3 grands camions Photon et Ben qui sont au service en fait de la ville de Kinshasa. Okay. Donc il y a les démarches qui sont entreprises. Donc là maintenant, c'est au gouvernement, plutôt au gouverneur et à son cabinet de me faire signe pour pouvoir, pour la salubrité qui se trouve ici sur Kinshasa. J'ai aussi au niveau aussi de tout ce qui est santé en fait au niveau des masques. Donc les hôpitaux savent que je fais ça même ici au niveau du gouvernement. Donc voilà, et aussi au niveau de la structure. Une initiative qui me tenait à cœur, donc j'ai fait un don au niveau de la commune de Kitambo aux policiers, aux motos, au roulage, parce que voilà, je suis quelqu'un de pragmatique et je voyais que voilà, c'est eux qui devaient faire les contrôles, mais ils n'avaient pas de masque. Et je pense qu'à un moment, comme on dit, il faut se prendre en charge, il ne faut pas tout le temps attendre que le gouvernement ou que les autorités puissent faire quelque chose. C'est nous-mêmes, mais je pense qu'on analyse, on voit et chacun peut agir à son échelon. Donc, vous avez rencontré sûrement les difficultés lors de votre entreprise? Oui.
effectivement, ben, je pense que c'est la même quand on est entrepreneur, parce que je pense que tout le monde voit, oui, entrepreneur et tout. Je pense que voilà, les difficultés font partie du processus, de l'entrepreneuriat. Donc oui. Parce que vous voyez, vous venez de la diaspora, hein, tu viens de la diaspora, et beaucoup de gens ont déjà cette appréhension. Déjà sur place, on va dire des gens qui ont toujours vécu au Congo, ont déjà des difficultés à entreprendre. Et est-ce que ces difficultés, parce que tu as un avis de l'extérieur, est-ce que les difficultés que tu rencontres sur le terrain sont les mêmes que tu pourrais rencontrer en tant qu'entrepreneur, aussi bien en Belgique, où c'est dur aussi d'être entrepreneur? Non, je pense qu'au Congo, il y a des difficultés qui sont propres au Congo. En Europe aussi, il y a aussi des difficultés qui sont propres à l'Europe parce que voilà, il y a beaucoup de papasseries, il y a beaucoup de choses que l'État récupère. Donc c'est difficile en fait en Europe de créer des nouveaux riches ou bien même quand tu es entrepreneur de pouvoir vraiment être entrepreneur vraiment de manière en disant voilà, je fais une perspective, voilà, si je commence de A, je sais que je peux arriver à Z, voilà, parce que tout est un peu cadenassé. Ici, c'est vrai qu'il y a des difficultés et que oui, ici, les gens qui sont déjà ici pour entreprendre, c'est difficile. Aussi, il y a une double difficulté, c'est que quand on vient de l'extérieur, ben voilà, les gens aussi sont aussi un peu plus méfiants. On pense aussi que voilà, on a tout eu sur un tapis, comme on vient de l'extérieur. Ils ne se rendent pas compte que voilà, il y a certains sacrifices qu'on fait pour revenir au pays, parce qu'on croit en nos frères, on veut donner la possibilité à nos frères et sœurs de pouvoir s'en sortir en ayant cette vision de l'extérieur. Une chose qui m'intéresse, c'est l'école de comptabilité. Là, vous êtes directeur adjoint, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. En quoi consiste-t-elle en fait? En fait, l'école française de comptabilité, c'est une structure en fait qui existe depuis 1945. Leader en fait en France. Oui, en France, oui. En fait, le siège social se trouve en France à Lyon, mais on est aussi en Belgique, en Suisse et maintenant ici aussi en RDC. Active en RDC? Oui, active en RDC. Depuis quand? Depuis le mois de janvier. Okay. Depuis le mois de janvier de cette 2020. année. Oui, depuis le mois de janvier 2020. Avant ça, on faisait un peu les préparatifs parce qu'il y avait encore des choses à mettre en œuvre. Mais depuis, oui. C'est-à-dire que les gens peuvent s'inscrire maintenant dans l'école et suivre des cours de comptabilité en ligne? Oui, c'est ça, c'est ça. Depuis janvier? Oui, depuis janvier. Donc, ça veut dire que les gens peuvent s'inscrire sur notre site internet de l'EFC. Ils remplissent les formulaires. Donc, il n'y a pas que la comptabilité, il y a les ressources humaines, il y a fiscaliste, il y a tous les domaines en fait au niveau de la gestion en fait. Vous avez un bâtiment où tout se fait vraiment uniquement en ligne chez l'intéressé à la maison, il se connecte de par sa connexion? Comment ça se passe? Non, en fait, ici, parce qu'en France, en Belgique, au niveau technologique, on est assez avancé, donc tout se passe vraiment en ligne. Quand je suis en France, je veux dire, sur une année, je vais voir peut-être 2 fois les 2 élèves qui vont venir, mais ici, on connaît les réalités, on sait que voilà, c'est quelque chose de nouveau, les gens, ils veulent être assurés que voilà, même si c'est en ligne, voilà, il y a quelque chose derrière de solide. Donc, nos bâtiments, à nous, se trouvent au rond-point Moulard, en face de la station Total. Donc c'est ça? C'est un Guéringeri, c'est entre un Guéringeri et Bandal. Donc les Quinois connaissent vraiment Rond-Point Moulard. Donc quand on est là, on demande l'école française de comptabilité. Les gens vont les orienter. Donc les gens se présentent là. Et une fois qu'ils sont sur place, on leur explique comment on fonctionne, comment ça se passe au niveau en ligne. Mais ils reçoivent aussi les cours aussi au niveau papier aussi. Et il y a des ordinateurs qui sont mis à leur disposition? Non, les ordinateurs ne sont pas mis à leur disposition, mais on a une salle en fait où il y a la Wi-Fi, donc où les personnes qui viennent avec leur PC peuvent être connectées par rapport aux heures de bureau. C'est un plus qu'on donne parce que ça soit en Belgique ou en France, on ne le fait pas, mais on veut toujours faciliter les gens au niveau de l'apprentissage, au niveau de leur adaptation, parce qu'on sait que voilà, Internet est assez difficile ici au Congo. Et le cursus scolaire dure combien de temps? Le cursus scolaire, en fait, ça dépend des formations en fait, suivies. Il y a des formations diplômantes, comme on dit, qui durent de 2 ans à 3 ans. Donc, le plus gros diplôme qu'on a, c'est le DCG, diplôme de comptabilité de gestion, équivaut à une licence. Et on a aussi des certificats qui durent de 6 à 12 mois, en fait.
c'est un peu comme des espèces de mini-formations. Oui, voilà. On fait vraiment ça. Ça veut dire qu'on forme les personnes lambda et on a aussi des partenariats aussi avec des entreprises. Donc, ça veut dire que quand les entreprises ou les banques nous demandent des formations, et ben à ce moment-là, j'organise pour faire venir nos professeurs de manière extérieure qui puissent donner des séminaires sur 3 ou 5 jours. Ça dépend de la demande de la société. Et qui fait passer ces examens? Je pose toutes ces questions pour ceux que ça intéresserait, hein, parce que je me demande que certains doivent se demander est-ce que le diplôme est viable, qui donne les points, qui est le directeur, enfin qui gère tout ça. Mais on est soumis en fait au contrôle pédagogique de l'État français. Ça veut dire que même si une personne vient me déposer une valise devant la table de 1 million, je ne pourrais pas tricher. Je ne peux pas tricher. On est soumis au contrôle pédagogique de l'État français. Et au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, en Europe, c'est très très carré, donc il n'y a pas moyen. Donc ça veut dire que la personne, quand elle reçoit le certificat, c'est un certificat international parce que c'est reconnu par l'État français, parce qu'on a un organisme soumis au contrôle pédagogique de l'État français et nos certificats et nos diplômes aussi, c'est la même chose. Ça veut dire que tout est soumis au contrôle pédagogique de l'État et c'est pas l'équivalence, c'est des diplômes et des certificats français. Comment faire pour avoir accès à cette école en ligne? Parce que finalement, en plus à l'heure de la pandémie du coronavirus, je pense que vous avez un peu le vent en poupe. C'est vraiment votre ère à vous là pour le moment, les cours en ligne. Dommage même que ça a commencé qu'en janvier, j'ai envie de dire. Oui, ça veut dire que là, vu la situation contractuelle, on ne peut pas dire même du pays, mais au niveau mondial, oui, c'est le moment parce que voilà, les écoles sont fermées et que nous, on offre en fait alternatif aux personnes qui veulent continuer leur processus sans perdre cette année. Donc, il suffit en fait juste de venir sur notre site internet, donc, qui est le www.efcformation.cd. En un mot, EFC Formation? Oui, efcformation.cd. Et dès qu'ils sont sur notre site, ils verront, et c'est vraiment très explicite, il suffit de remplir le formulaire. Il y a notre numéro de téléphone, on peut nous appeler du lundi au vendredi, aux heures de bureau, et il y a des assistantes qui répondront aux questions des personnes. En tout cas, c'est une très bonne initiative, mesdames et messieurs. J'espère que vous suivez très bien notre frère Joanny et son activité parascolaire, très très bien. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse particulièrement, c'est parce que c'est quand même quelque chose de rare, c'est l'école de formation footballistique pour les femmes, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est en fait donc Espoir de Kinshasa qui s'appelait avant ex-Espoir de Bandal. Parce que moi je suis quelqu'un, je pense, comme je viens de l'extérieur, j'aime bien que tout soit carré. Donc ça faisait, comme je dis, ça faisait 2 ans que je les suivais. Mais rien n'était structuré parce que voilà, j'ai demandé des papiers pour faire un statut, mais des papiers qui avaient disparu et tout. Donc, et je voulais vraiment que tout soit carré. Je voulais pas juste être président juste avec des mots ou juste avec l'enveloppe. Je voulais que ça soit vraiment quelque chose vraiment de concis. Et donc on a structuré la chose depuis cette année. Donc c'est une trentaine de jeunes filles. C'est une trentaine de jeunes filles qui aiment le football, qui aiment vraiment le football, mais qui vivent dans des situations assez difficiles. J'ai eu l'occasion d'aller chez 3-4 jeunes filles et c'est ça qui m'a encore donné une double motivation parce que je me dis… Je vais te couper un instant et je pense qu'on va pouvoir d'abord, que nos téléspectateurs imaginent et comprennent ce que c'est, visionner quelques images justement de ces jeunes filles. Donc je te laisse continuer, donc dis-nous tout à propos de ces jeunes footballeuses. Oui, donc comme j'ai dit, elles sont une trentaine, ça va. Je pense que les plus jeunes, elles ont 14 ans, et 15 ans. Hein. On a 2-3 comme ça qui sont 14-15 ans. Le reste, ils ont déjà 17, 18 jusqu'à 23, 24 ans. Hein. Et les plus jeunes, est-ce qu'elles suivent aussi une formation scolaire ou non, en fait, c'est que j'ai mis en place, en fait, c'est que comme je les explique
je les explique que voilà, il y en a, tout le monde ne pourra pas aller en Europe, donc je suis réaliste par rapport à ça, même s'il y a beaucoup de talent. J'ai mis en fait en place une cellule en fait sociale où on peut leur apprendre l'écriture, à parler, à savoir bien s'exprimer. Et avant que le corona arrive, j'étais déjà en train de développer, en fait, de regarder avec certaines écoles pour voir celles qui avaient arrêté leurs études assez tôt pour voir dans quel type de métier elles pouvaient directement aller. Et même comme aussi dans ma société aussi, on a aussi le côté des panneaux solaires. Il y en a déjà 3-4 qui viennent avec nos techniciens sur place pour apprendre un métier. Parce que même si elles ne sont pas chez moi, ça veut dire que même dans le quartier, on sait comment ça fonctionne. Peut-être un jour, elles peuvent dépanner, s'il y a un problème d'électricité, un problème ou quoi. Donc, elles pourront, l'argent qu'elles vont gagner, ce sera pour elles. Donc, c'est juste un petit plus en fait, que je serai amené. Finalement, vos différentes activités travaillent un peu en synergie, si je comprends bien. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment ça, vraiment l'objectif et ma vision des choses. C'est vraiment essayer vraiment que chaque chose puisse vraiment combiner avec l'autre dès qu'il y a une opportunité qui s'opère. Est-ce que c'est pas difficile en tant qu'homme de gérer une trentaine de filles? Oui, c'est très difficile. Ouais, c'est un challenge de tous les jours, vraiment de tous les jours. C'est pour ça que j'ai vraiment mis en place chez nous que je ne sois pas comme ici le président qui fait tout, le président tout. Non, non, non. J'ai mis en place comme j'ai eu une formation footballistique, donc j'ai mis un directeur technique, un coach, un intendant, une fille qui s'occupe au niveau social. C'est-à-dire qu'avant de venir chez moi, elles peuvent passer d'abord chez la fille parce que je ne suis pas tout le temps joignable de mes activités. Donc j'essaie vraiment de mettre vraiment un système en place pour vraiment permettre à ce que tout puisse fonctionner même si je ne suis pas là. Et quel est l'objectif à moyen et long terme, on va dire, de ce club? C'est un club de oui, football. C'est ça, oui, c'est ça, c'est ça. Oui. L'objectif en fait du club, en fait, c'est en fait de former les filles au métier et que les meilleures d'entre elles puissent partir en Europe parce qu'il y a énormément de talent. Il y a vraiment énormément de talent. C'est pour ça que je suis content d'être soutenu par des joueurs internationaux congolais comme Jemercy Ndongala ou bien par Vincent Kompany et Florimert Ngalula. Donc des gens qui sont vraiment du métier, qui connaissent et tout. Donc toutes ces personnes qui m'aident au niveau du matériel parce que voilà, tout seul on ne peut pas se faire, surtout quand c'est ici au Congo, quoi. Il n'y a pas d'équipe, parce que je suppose, moi je n'en sais rien, je ne sais pas si les téléspectateurs le savent, mais est-ce qu'il y a une équipe de football national féminine? Oui, il y a une équipe féminine, il y a aussi un championnat aussi, auquel elle participe ici. Et récemment, en fait, elle devait aussi participer aussi aux qualifications pour représenter le Congo pour la Coupe du Monde des moins de 20 et des moins 17. Mais on sait la réalité de tout ce qui se passe ici au Congo. Il y a de l'argent qui est sorti et malheureusement, on n'a jamais vu la couleur, elles ne sont pas allées. Donc, on est suspendu. Donc, l'équipe nationale féminine au niveau des catégories d'âge est suspendue et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Donc, moi, c'est ces choses-là un peu qui me désolent parce que quand je vois que de l'autre côté, nous, les présidents de clubs qui travaillons à fonds propres, on n'est pas, par exemple, comme Brazzaville. À Brazzaville, avant de commencer le championnat, on sort une enveloppe de 5 000 $ à chaque équipe, donc le premier versement, et ensuite on leur reverse encore le deuxième versement. Et ici au Congo, chaque président de club, on est 10 équipes, sort de sa propre poche ou essaie de débrouiller, et c'est très très difficile. Et vous pensez quoi à long terme? Est-ce que vous pensez que la situation peut changer? Qu'est-ce qu'il faudrait en fait pour que la situation change? Pour qu'il y ait plus toutes ces problématiques. En fait, pour que la situation change, je pense qu'il faut qu'il y ait en fait, on doit se conscientiser, en fait, se rendre compte que on ne peut pas en fait laisser une jeunesse, que ce soit masculine ou féminine, mais je parle plus de féminine parce que voilà, je m'occupe d'une équipe féminine, comme ça à l'abandon. Comme m'a fait une remarque une dame qui avait déjà entrepris ce que moi j'ai fait il y a quelques années, Madame Lily Choupoubou, en retirant en fait
quand ces filles sont structurées, quand elles sont dans des clubs, c'est des filles qu'on évite qu'elles soient dans la prostitution, dans le vol, dans plein de vices où on sait que ici au Congo, il suffit de peu pour qu'une jeune fille puisse passer au-delà de la barrière. C'est pour ça que même parfois, quand je suis fatigué, qu'il y a parfois certaines choses qui ne se passent pas quand j'ai envie, je pense un peu à ces choses-là, je me dis, bon, c'est une trentaine de filles que j'évite qu'elles puissent passer de l'autre côté de la barrière. Et donc voilà, je pense que c'est au niveau en fait des autorités, des instances dirigeantes, de se rendre compte voilà, qu'il y a des changements qui doivent être faits et qui doivent appuyer les présidents de clubs en fait. Ils doivent nous appuyer parce que ce qu'on fait, c'est pas juste du sport, c'est du social en fait. Hein. C'est vraiment du sport social. Donc, même la culture finalement. Oui, oui, voilà. Donc c'est vraiment un ensemble. Et si on n'est pas soutenu par les personnes qui sont tout au-dessus, on n'y arrivera pas. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, on est dans certaines réalités. Et voilà. Justement, je voulais y arriver. Le ministère de la Santé, pas de la santé, du sport, excusez-moi. Oui. Est-ce qu'il est réellement impliqué dans ce combat que vous menez, les différents directeurs de clubs? En fait, c'est au niveau de la FECOFA, en fait. C'est au niveau de la FECOFA, parce que voilà, il y a le ministère de sport, ensuite le ministère de sport, donc chaque sport a son président et les entités qui gèrent. Nous, c'est au niveau de la FECOFA et de la Ligue féminine de Kinshasa qui nous suit. Oui, je pense qu'ils ont été conscientisés parce que quand les filles, elles ont pas pu participer, elles n'ont pas pu aller pour disputer leur match. Elles ont manifesté devant le siège, donc sans manquer de respect, sans rien et tout, etc. Même moi, j'étais même pas au courant. C'est par après que j'ai appris en allumant la TV que voilà, elles avaient participé. Mais bon, moi j'ai toujours dit que tant qu'on revendique ses droits dans le respect, et pour moi, il n'y a pas de souci. On a le droit de revendiquer. Comme l'a dit le nouveau chef de l'État, on a dit que c'est un état de droit maintenant. Donc, chacun peut revendiquer dans le respect dans le respect de l'autre, quoi. Quel appel vous feriez alors à la FECOFA? Ben, je pense que la FECOFA, ils sont conscients en fait de la réalité des présidents de clubs. Je pense qu'après cette pandémie qui va passer, je pense avec certains présidents de clubs, on s'est réunis pour demander à ce qu'on puisse nous recevoir et qu'on puisse expliquer que voilà, si pour la saison prochaine on n'est pas appuyé comme à Brazzaville et dans les autres pays ils sont appuyés, on ne pourra pas continuer continuer à avancer comme ça. Moi, j'ai une dernière question qui me turlupine à propos de toutes vos activités, parce que vous avez parlé de différentes choses que tu fais, l'école, ton groupe, et maintenant le club de foot. Quel est l'objectif personnel, à toi-même, à long terme pour le pays? En fait, l'objectif à long terme, c'est que je prends d'abord au niveau des deux sociétés, c'est que je suis quelqu'un, je crois en l'éducation. Comme l'a dit Nelson Mandela, il n'y a pas d'arme plus puissante pour changer le monde ou changer un pays que l'éducation. Sans éducation, on n'y arrive pas. On a beau ramener tous les investisseurs du monde, non. Tant qu'on n'est pas éduqué, les gens ne savent pas avancer. Donc, je crois beaucoup en l'EFC, à l'École française de comptabilité, parce que c'est une occasion pour tous les Congolais de pouvoir suivre des formations reconnues à l'international, parce qu'on sait que, voilà, on vit dans un pays où les réalités sont que pour qu'une personne puisse partir, elle doit avoir son visa, elle doit acheter son billet, une fois sur place, elle doit étudier. Donc, on sait que le coût n'est pas donné, tout le monde ne peut pas aller, et l'EFC ramène la France ici avec l'opportunité pour les gens d'avoir des diplômes et des certificats reconnus internationalement. Donc pour moi, c'est que l'EFC puisse vraiment grandir de manière sur tout le territoire, même si on a déjà eu quelques personnes qui viennent de Lubumbashi. Mais que l'EFC puisse vraiment grandir au niveau de Kinshasa, au niveau de toutes les provinces, parce qu'on n'est pas que sur Kinshasa, c'est vraiment toutes les provinces de la RDC. L'EFC, oui, l'EFC, c'est l'acronyme, donc École française de comptabilité. Et de l'autre côté aussi, par rapport aussi à mon groupe, le GMM, c'est vraiment créer de l'emploi. Moi, je suis entrepreneur. Je pense, moi, quand je crée de l'emploi, je reviens ici au pays. C'est vraiment pour créer vraiment le maximum d'emplois pour les frères et sœurs, parce que voilà, dans ce pays, c'est un pays je dis de génie, parce que le génie, c'est quoi? C'est quelqu'un avec peu peut faire beaucoup de choses. Donc ici, on voit vraiment l'ingénierie vraiment des gens juste avec avec rien, ils arrivent à faire des petites voitures. Donc moi, je suis admiratif de
toutes ces choses. Et je pense que la définition même du génie, c'est ça, c'est que le génie, c'est on lui donne peu, il arrive à faire quelque chose d'extraordinaire. Donc je pense que si on donne vraiment les moyens et la capacité aux gens de pouvoir arriver à leur fin, je pense qu'on peut vraiment arriver à une très bonne chose. Donc moi, mon objectif vraiment sur ces deux choses-là, c'est vraiment voilà, créer de l'emploi, que les gens puissent avoir une bonne formation. Donc c'est vraiment là. Mais je sais que voilà, pour tout ça, comme j'ai dit, on doit être soutenu par les autorités. Parce que le nouveau chef de l'État aussi l'a dit, pendant son mandat, il veut voir des jeunes entrepreneurs millionnaires, milliardaires, mais il y a une réalité comme c'est au Nigeria, au Gabon. Donc il y a des secteurs d'activité qu'on a bloqués pour les enfants du pays. C'est pour ça qu'au Ghana ou au Nigeria, il y a des jeunes entrepreneurs qui sont millionnaires, milliardaires, parce que voilà, c'est pas juste, pour moi, il ne suffit pas juste dire des mots, on doit mettre certaines choses en place pour pouvoir le faire. Et je pense que voilà, déjà le dire, c'est déjà un très bon pas. Et je pense que voilà, le reste doit suivre. En tout cas, on sent la motivation. Juste en réalisant tout ce que vous avez entrepris ici au Congo, on sent la motivation. On arrive tout doucement à la fin de notre émission. Et qu'est-ce que vous aimeriez dire à nos téléspectateurs, faire un appel à un membre du gouvernement Moi, je sais que j'aimerais d'abord… Comment on peut vous contacter si les gens veulent vous aider, voir ce que vous faites, voir ces jeunes filles jouer Bon, pour me contacter, bon, c'est facile. Même s'ils vont sur le site de l'EFC, je pense que s'ils ont l'une des assistantes, les assistantes pourront donner mes coordonnées. Vous pouvez redire le site ? C'est www.efc, E comme Édouard, F comme Farah, C comme Célestin, formation.cd. Et sur le site, donc, en remplissant, même il y a le numéro de téléphone du bureau, donc ils peuvent appeler là-bas. Ou sinon, ils peuvent aussi contacter aussi sur mon numéro aussi professionnel, le 084 45 79 111. Ok, un dernier mot pour motiver peut-être les jeunes de la diaspora qui nous regarderont sûrement, je l'espère, et les jeunes locaux. Pour les jeunes de la diaspora, en fait, ce que j'aimerais dire, c'est que voilà, le Congo a beaucoup d'opportunités. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter juste à ce qu'on regarde, ce qu'on voit à la TV, ce que les médias disent, parce que voilà, les médias ont l'art de dramatiser les choses et de ne pas savoir certaines réalités qui se passent ici. Donc, pour leur dire que le Congo est un pays continent. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Il y a la place pour tout le monde, il y a l'opportunité pour tout le monde. Donc, et c'est notre devoir en tant qu'enfants du pays, qu'avons eu l'opportunité de pouvoir partir à l'extérieur, de pouvoir revenir ici, de pouvoir donner notre part à l'édifice. Et par rapport aux personnes qui sont ici, leur dire que je sais que c'est difficile, parce que je suis vraiment conscient que c'est vraiment difficile, mais que de tenir bon, et qu'avec la détermination et avec Dieu, quoi qu'il arrive, on y arrive, on arrive toujours, et que c'est un pays de talent. C'est un pays de talent que je suis très admiratif pour tout ce qu'ils font ici, parce qu'eux sont toujours restés ici, malgré les difficultés, ils continuent à avancer, et que tous ensemble, en travaillant en synergie, les personnes qui viennent de l'extérieur et les gens ici, on peut relever notre pays. Amen. Franchement, il n'y a rien à redire. Je pense que tous, on est d'accord avec vous. Joanie, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci, Fatima. Chers téléspectateurs, comme notre frère Joanie vient de le dire, ensemble, créons cette synergie. Congolais de la diaspora, Congolais locaux, citoyens congolais de la République démocratique du Congo, ensemble, nous irons plus loin. Je vous laisse dans la paix du Seigneur. À jeudi prochain. Au revoir.